Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. En Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah, 79 ans, est décédé ce lundi. Chef d'état-major de l'armée, il avait arraché en avril la démission du président Bouteflika. Le franc CFA cédera la place à l'écho. L'information annoncée samedi par Emmanuel Macron continue de faire la une de l'actualité. Quelles seront les implications d'un tel changement? Notre analyse dans un instant. Ici aux États-Unis, le Congrès américain observe une pause après le vote de la Chambre des représentants ayant approuvé la mise en accusation de Donald Trump. Les chefs d'accusation ne sont toujours pas transmis au Sénat. Bonsoir. En Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. Chef d'état-major de l'armée algérienne pendant 15 ans et pilier du régime depuis l'indépendance en 1962. Il a joué un rôle clé dans la gestion de l'après-Bouteflika et l'organisation des élections qui ont consacré la victoire d'Abdelmadjid Tebboune. Abdourahmane Dia nous en dit plus. Il était un pur produit de ce que les manifestants du mouvement de contestation appellent le système. Le général Salah a battu un record à la tête de l'armée et est resté un fidèle de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Mais le départ forcé de celui-ci n'a pas entamé son influence. Au contraire, il était au centre de la transition alors que les manifestants réclamaient aussi son départ. Sa mort a surpris beaucoup d'Algériens. Il avait disparu une dizaine de jours, on le disait malade, fatigué, mais il est revenu au devant de la scène et jusqu'à la prestation de serment du président de la République, il semblait fatigué, certes, mais il était bien vivant. Il marchait, il a reçu sa distinction, il s'est déplacé jusqu'au président pour recevoir sa distinction et il était écoutez, c'est un homme de 80 ans. Général de corps d'armée et vice-ministre de la Défense, Gaïd Salah a intégré à 17 ans les rangs de l'armée de libération nationale qui combattait alors le pouvoir colonial français. En avril 2019, sous la pression de la rue, il avait exigé et obtenu la démission du président Bouteflika. Donc le processus a pris fin le 12 décembre dernier avec l'élection du président de la République. Donc nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Et dans cette nouvelle ère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport avec ce qui s'est passé. Le processus a réussi. Le nouveau président a décrété un deuil national de 3 jours. Abdelmadjid Tebboune a aussi nommé le patron des forces terrestres, le général Saïd Chankria, comme chef d'état-major des armées par intérim. Reparlons de la visite en Afrique du président français dans sa dernière étape hier à Niamey au Niger. Emmanuel Macron et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou ont souligné la nécessité de renforcer la lutte contre le djihadisme au Sahel. Les deux leaders ont participé à une cérémonie d'hommage aux 71 militaires nigériens tués ce mois-ci par des djihadistes. Et Emmanuel Macron a une nouvelle fois réclamé de la clarté au gouvernement sahélien sur la présence militaire française et la lutte contre le djihadisme, reprenant des propos qui avaient généré de la tension entre la France et ses partenaires. Je vous propose de réécouter le chef de l'État français. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. Dans ce contexte, soyons clairs, si l'opération Serval a eu un cadre juridique, politique extrêmement clair au moment de l'attaque, assumé par l'État malien comme la CEDEAO, aujourd'hui l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Et donc il est nécessaire que les 5 États du Sahel clarifient politiquement, avec la France, le cadre politique de ce que nous conduisons militairement pour être beaucoup plus efficaces et lever toutes les ambiguïtés qui aujourd'hui prospèrent. En marge de son déplacement à Abidjan, le président français Emmanuel Macron
a annoncé samedi la fin prochaine du franc CFA créé en 1945. La monnaie s'appellera désormais ECO. En plus du changement de nom, la réforme comprend la fin du dépôt de la moitié des réserves des pays africains concernés auprès du Trésor français, ainsi que le retrait de la France des instances de gouvernance de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où elle était présente. Pour mieux comprendre cette actualité, retrouvons à Paris Martial Zebelinga. Il est économiste, auteur, éditorialiste aussi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, quelle analyse faites-vous de cette annonce de la fin du franc CFA dans la zone UEMOA? Et d'ailleurs, pourquoi seulement la zone UEMOA et pas la zone CEMAC? Alors, d'abord, il faut comprendre, à mon avis, c'est très important de comprendre qu'il s'agit d'abord d'une annonce et qu'on n'a pas des contenus concrets encore d'une nouvelle convention qui est en cours de signature ou qui a été signée. Donc, il ne faudrait pas surinterpréter les discours qu'on a entendus parce qu'on n'a pas les éléments concrets. Il n'empêche, une annonce a été faite, celle suivant laquelle désormais, il n'y aurait plus de franc CFA et à la place du franc CFA, il y aurait un ECO. Mais ça pose effectivement plusieurs questions. On peut être perplexe, voire incrédule, pour une raison très simple, c'est que l'ECO existe déjà dans le cadre de la CEDEAO. C'est la monnaie unique de la CEDEAO. Et cette monnaie dépend des 15 pays de la CEDEAO. Elle a été conçue comme telle, avec des caractéristiques qui sont des changes flexibles et un panier de monnaie. Aujourd'hui, on a un nouvel ECO qui est, lui, provient d'une convention entre la France et les pays de l'UEMOA, donc déjà c'est de nature différente, avec l'affirmation d'une parité fixe et d'un ancrage à l'euro. C'est-à-dire, en gros, deux modèles qui sont différents. Ça donne l'impression qu'on a finalement deux échos. Et je pense qu'il faudra clarifier très vite cette situation, sinon l'écho peut perdre de sa crédibilité. Alors, je suis un peu surpris et un peu incrédule, mais je précise qu'il s'agit simplement d'une annonce. On n'a pas les contenus. Alors, si l'on s'en tient donc à cette annonce, le franc CFA qui va s'en aller et l'écho qui va arriver, est-ce que ce n'est tout simplement pas, n'est-ce pas, un changement d'emballage? Sinon, quels seront dans le fond les changements qu'apportera l'écho dans le système économique et financier de la zone UEMOA et même au-delà, à supposer qu'on sache exactement de quoi ce contenu sera fait? Alors, c'est vrai que le risque de ce qu'on a appelé un CFA bis a été largement anticipé dans l'opinion et auprès d'un certain nombre de chercheurs, d'auteurs. L'idée qu'on pourrait passer d'un écho qui serait en fait un franc CFA bis a déjà largement été commentée. Et les éléments qu'on a aujourd'hui ne sont pas totalement rassurants, pour la simple et bonne raison que la France continuerait de garantir la parité. Voilà, la parité. Le problème, c'est qu'elle doit, pour garantir la parité, il lui faut des réserves. Voilà. Si elle ne centralise plus les réserves, ça veut dire qu'il lui faudra un dispositif s'appuyant sur les réserves des pays pour assurer cette garantie. Merci Martial Zebelinga. On aurait pu continuer cette conversation, mais nous sommes pris par le temps. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes auteur, éditorialiste et économiste. Merci. Merci, au revoir. Il était attendu à Abidjan ce lundi, mais il est ce soir au Ghana. Nous parlons là de Guillaume Soro, le jet privé à bord duquel l'ancien président de l'Assemblée nationale a embarqué depuis Paris, s'est posé à Accra à 14h30 GMT. Il n'a pu atterrir ce lundi à Abidjan, faute d'autorisation des autorités ivoiriennes, lesquelles auraient émis un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro pour tentative de déstabilisation et détournement des deniers publics. Selon Jeune Afrique, qui révèle l'information, son entourage a pris la décision de détourner l'appareil, estimant que les conditions sécuritaires n'étaient plus réunies. Au Sénégal, c'est une loi très attendue, celle criminalisant le viol. C'est une promesse du président Macky Sall en juin dernier, suite à une année marquée par une forte mobilisation de la société civile sur cette question. Depuis ce lundi, un projet de loi a été étudié par la commission technique de l'Assemblée nationale. Mais il fait débat parmi les associations de défense des droits des femmes. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage à Dakar d'Alison et Alexis Lekogo. Victime de viol alors qu'elle n'avait que 15 ans, Radi, c'est comme ça que nous l'appellerons,
s'est tue pendant 7 longues années. C'est l'un de ses professeurs de collège qui a abusé d'elle. Mais au Sénégal, le viol est un sujet encore tabou dans de nombreux milieux et la loi du silence prévaut souvent. Je ne pouvais pas vraiment pas dire à ma mère tout ce qui s'est passé. Je n'avais pas confiance non plus à mes amis pour en parler. Moi, je vis dans une famille nombreuse où mon père a 3 femmes. Comment ils vont passer de moi? Comment je vais devenir? Après, je me dis que c'était mieux de vivre comme ça, de continuer. Il y a quelques mois, elle ose enfin briser le tabou auprès de cette association Youth Women for Action. Ça devient souvent ces images de ce que tu avais vécu. Tout comme de nombreuses autres organisations de la société civile, IWA milite pour un changement du code pénal sénégalais en ce qui concerne le viol. Jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme un simple délit. Alors il y a quelques semaines, la récente annonce d'un projet de loi criminalisant le viol a été reçue comme un soulagement. Nous avons besoin que ça change, nous avons besoin d'être en sécurité. Pour dire vrai, les filles ne sont pas en sécurité, les femmes ne sont pas en sécurité. Et qu'aujourd'hui, voir qu'il y a ces sanctions qui sont là, qui peuvent protéger les victimes, donc ça nous rassure. Mais à la lecture du projet de loi, c'est la douche froide pour les associations. Le viol n'est criminalisé qu'en cas de circonstances aggravantes. Autrement dit, viol ayant entraîné la mort, une mutilation ou encore une infirmité. Pour l'association des juristes sénégalaises, le viol en tant que tel n'est donc pas criminalisé. Lorsqu'on fait une analyse des peines qui devraient être prononcées ou qui sont prévues plus exactement, on se rend compte que finalement, avec disons, le jeu des peines planchées, on arrive à une peine qui est semblable à celle qui existait avec la loi de 99. À travers ces 7 boutiques de droit installées dans le pays, l'association des juristes sénégalaises a recueilli 1206 cas de violences sexuelles entre janvier et octobre 2019. Elle compte militer pour que le projet de loi soit amendé avant son passage à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le Congrès américain observe une pause après le vote de la Chambre des représentants ayant approuvé 2 articles de mise en accusation du président Donald Trump. Les démocrates, majoritaires à la Chambre, doivent maintenant décider quand et s'il faut envoyer ces articles au Sénat sous contrôle républicain. Certains sénateurs influents ont déjà déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention d'être des jurés impartiaux. Retour sur les derniers développements résumés par Aracha Arabazadi. Le récit est de Nathalie Barge. La semaine dernière à Washington, Donald Trump est devenu le 3e président américain mis en accusation après un vote à la Chambre des représentants sous la présidence de la démocrate Nancy Pelosi. Aujourd'hui, en tant que présidente de la Chambre, j'ouvre solennellement et tristement le débat sur la mise en accusation du président des États-Unis. Si nous n'agissons pas maintenant, nous manquerions à nos devoirs. Les démocrates accusent M. Trump d'avoir abusé du pouvoir de la présidence dans son intérêt personnel. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, estime que ce processus de mise en accusation est politiquement motivé. Pour la toute première fois dans l'histoire contemporaine, nous avons vu une faction politique au Congrès promettre, dès la fin de l'élection présidentielle, qu'elle trouverait un moyen de l'annuler. Mitch McConnell a rejeté la demande des démocrates de faire témoigner des collaborateurs présidentiels clés lors du procès de mise en accusation de Donald Trump. J'attends encore qu'on nous explique comment moins de preuves vaudrait mieux que plus de preuves. 4 témoins, seulement ceux qui ont une connaissance directe des accusations portées par la Chambre, ceux qui pourraient fournir de nouveaux témoignages pertinents et potentiellement éclairants. Le républicain Ron Johnson a déclaré dimanche que les accusations portées contre le président Trump ne pesaient pas bien lourd. Je soutiendrai le président dans le type de procès qu'il souhaite et pour le type de témoins qu'il souhaite amener. Je pense également qu'il serait tout à fait approprié que la Chambre plaide sa cause, que le président plaide la sienne, puis qu'on décide quoi faire. Le Congrès est suspendu pour les vacances jusqu'à début janvier, lorsque les législateurs de la Chambre pourront décider d'envoyer leurs articles de mise en accusation au Sénat pour jugement.
Vous êtes sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Que serait votre fête de Noël sans l'arbre de Noël? Nous verrons qu'ici aux États-Unis, le marché de sapins de Noël se porte bien. 95 millions de familles prévoient d'en acheter. Et nous irons à New York où Noël se fêtera dans de meilleures conditions pour beaucoup de sans-abri grâce à un millionnaire qui a décidé de partager un peu de sa fortune. On connaît le trio final en lice pour le Ballon d'Or africain, Mohamed Salah, Riyad Mahrez et Sadio Mané selon la liste dévoilée par la CAF. Que se passe-t-il dans le monde de la technologie? Eh bien, comme chaque lundi, nous vous proposons une petite séance de rattrapage. Il s'agit de votre rubrique Afrotech avec Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Arzouma, l'actualité tech cette semaine, c'est quoi? Eh bien, John, on se rend au Nigeria qui veut se doter de 2 projets de loi pour réglementer la parole sur Internet et sur les réseaux sociaux en vue d'éliminer les discours de haine et la propagation des fausses informations. Un groupe de législateurs a présenté les 10 projets de loi en novembre dans le cadre d'un effort de lutte contre les idéologies extrémistes. Mais il faut savoir qu'environ un tiers des 113 millions d'internautes nigérians qui possèdent donc des comptes sur les réseaux sociaux et les opposants craignent que ces nouvelles mesures n'étouffent la liberté d'expression et criminalisent le fait de critiquer les politiques publiques ou des fonctionnaires. Je vous propose d'écouter Ariyo Dare. Il est membre de la coalition contre les lois sur Internet. Ces 2 projets de loi entraveront le droit des Nigérians à exprimer leur opinion. Nous avions l'habitude au Nigeria d'avoir le pouvoir judiciaire comme dernier recours. Mais actuellement, même le pouvoir judiciaire est exploité par l'exécutif. Donc le dernier recours et le dernier espoir du citoyen ordinaire aujourd'hui, ce sont les médias sociaux et c'est exactement ce que l'un de ces projets de loi a l'intention de récupérer. Et j'ai envie de vous demander, Arzouma, que prévoient donc ces 2 projets de loi en cas d'infraction? Mais en fait, si la loi sur les médias sociaux est adoptée, les éventuels contrevenants pourraient payer jusqu'à 825 $ d'amende et purger une peine de 3 ans de prison. Quant aux auteurs des discours de haine, ils pourraient encourir des sanctions encore plus sévères. Les opposants aux 2 mesures ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Martin Obono est un avocat des droits de l'homme, on l'écoute. La Constitution, en son article 4, garantit des libertés, donc il y a des libertés fondamentales que la Constitution garantit à tout le monde au Nigeria. Vous avez donc la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association et le reste. Ce sont toutes ces libertés qui constituent l'espace civique. Si quelque chose affecte ces libertés, cela signifie automatiquement que vous les limitez. Voilà, pour l'instant, en tout cas, les projets de loi sont suspendus jusqu'à la nouvelle audience publique l'année prochaine. Dans l'intervalle, les opposants, eux, continuent d'exiger leur élimination. Chaque semaine, chaque lundi, Arzouma, un focus de la semaine. D'abord, une question pour vous, John. Qu'est-ce qui est une énergie propre, qui n'émet aucun gaz à effet de serre et est gratuit, inépuisable, disponible partout dans le monde? Je dirais pas la Lune, ça doit être le Soleil.
Bonne réponse. Eh bien, distant de plus de 150 millions de kilomètres de nous, le Soleil fournit toutes les 50 minutes suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins de la planète. Alors, l'énergie solaire, c'est quoi? Comment ça marche, un panneau solaire? Explication. Les panneaux solaires produisent de l'électricité à partir de la lumière du soleil. Découvert par le physicien français Antoine Becquerel en 1839, ce processus est appelé effet photovoltaïque. Les panneaux solaires sont constitués de composants électroniques en silicium, qui est un matériau semi-conducteur dérivé du sable. Lorsque les photons composant de la lumière frappent les panneaux, les électrons de silicium commencent à se déplacer, créant un courant électrique continu. Le courant passe par des torrents métalliques appelés cordes qui les transportent à travers des semi-conducteurs connectés en série. Ensuite, un onduleur convertit ce courant en courant alternatif. L'électricité créée peut ensuite être transférée vers des accumulateurs. Il peut être utilisé sur site ou vendu à un fournisseur d'électricité. Inépuisable et propre, l'énergie solaire peut même être générée dans des conditions nuageuses, car ce n'est pas la chaleur qui compte, mais plutôt le rayonnement solaire. La puissance de sortie du panneau solaire est calculée en kilowatts crête, qui est la quantité maximale de puissance qu'un panneau peut créer dans des conditions optimales. La puissance solaire dépend de l'ensoleillement, de la latitude, de l'orientation et de la surface. Actuellement, seulement 2% de la demande mondiale est satisfaite par des panneaux solaires. Alors, ajoutons, John, que le Maroc est le pays, abrite l'une des plus grandes centrales solaires au monde, dans le désert de Ouarzazate. Arzouma, qui dit technologie, dit folie d'invention. De quelle folie parlons-nous cette semaine? Se déplacer en fauteuil entraîne au fil du temps une charge élevée et répétée sur les épaules, pouvant causer des douleurs chroniques. Et pour y remédier, la société Permoville a développé le Smart Drive MX2. C'est un système d'assistance électrique conçu justement pour améliorer la vie et protéger les bras des utilisateurs de fauteuils roulants manuels. Initialement développé en 2012, le Smart Drive s'adapte à votre chaise avec peu ou pas d'ajustement. Grâce à la montre Push Tracker E2, l'utilisation du Smart Drive est encore plus facile que jamais. Les commandes sont activées par des gestes qui permettent de démarrer le Smart Drive d'une simple tape de la main. Il est disponible au prix de 6 000 $. Et c'est tout pour Afrotech. Je vous retrouve la semaine prochaine avec encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Rendez-vous pris, Arzouma Comparé donc, et à lundi prochain. Aki Abdeniz est arrivé à New York en provenance du Moyen-Orient il y a plusieurs années. Autrefois sans abri, il est maintenant millionnaire et est retourné dans la rue pour aider ceux qui ont moins de chances que lui. Reportage d'Anna Nelson, le récit est de Gabi Dorsil. Le millionnaire Aki Abdeniz est toujours occupé. Il vit dans un petit appartement new-yorkais, bien qu'il puisse facilement s'offrir un penthouse et une Bentley. Je ne rêve pas de gagner plus d'argent. Je rêve de ce que je peux léguer. L'important, ce n'est pas combien on possède. Je suis une personne très simple, croyez-le ou non. Ma montre coûte peut-être $100. Puis-je acheter une Rolex? Oui, absolument. Mais pourquoi? Abdeniz, 39 ans, est né dans une famille kurde de 17 enfants. À la recherche d'une opportunité, il a déménagé au Canada durant son adolescence et en 2001 s'est rendu à New York à la recherche d'une vie meilleure. À son arrivée, il a tenté de contacter un ami américain qui avait promis de l'aider, mais ce dernier n'a pas décroché le téléphone. Je ne devrais pas oublier ce jour parce que c'était le jour le plus important de ma vie quand je suis venu ici. Un hôtel bon marché, un banc dans une gare, le prochain arrêt était un refuge pour sans-abri appelé Mission Bowery où Abdeniz a passé 3 longs mois. Nous étions peut-être 25 à 30 à dormir dans ma section. Les gens pensent que c'est facile de vivre dans un abri, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la liberté. Il a réussi à trouver du travail dans une pizzeria où, en plus de faire la vaisselle, il a appris à découper correctement la pizza, puis à la faire cuire. Abdeniz travaillait 19 heures par jour, essayant d'économiser chaque centime. Des années plus tard, il avait économisé suffisamment pour acheter sa propre pizzeria. Avec des centaines de ses restaurants dans la même ville, cela n'a pas été facile.
Puis, il a remporté un concours de pizza et un magazine a imprimé un article avec ses photos. C'était le début de sa popularité et de son succès. Qu'est-ce que cela m'a fait d'être célèbre? Mes gars ont dit « Waouh, les gens viennent, les gens ont acheté le magazine, ils ont pris des photos avec nous. Il y avait même une file d'attente dehors. » Dieu m'a béni et j'ai ouvert un deuxième restaurant. Son surnom de champion est devenu le nom de sa chaîne qui compte désormais 14 restaurants. Agdenis est devenu célèbre, il a pris la parole à l'ONU, son compte Instagram est suivi par 4 millions de fans et la vidéo où il nourrit les sans-abri a enregistré 400 millions de vues. Il n'a jamais oublié ce que c'est que d'être sans-abri à New York et tous les mercredis, il revient aider. L'argent va et vient, dit-il, et sa seule valeur ne peut être mesurée que par ce qui reste après qu'on l'a dépensé. Un sourire, un câlin, mais surtout de l'espoir. Lui, il est champion de sa catégorie. Ici, sur ce plateau, c'est Yacouba Ouedraogo qui est en poste pour nous parler de sport. Bonsoir Yacouba. On parle de Ballon d'Or africain. Bonsoir à tous et bonsoir John. Effectivement, comme vous l'annonciez en titre, on connaît le trio final en lice pour le Ballon d'Or africain 2019. L'Égyptien Mohamed Salah, l'Algérien Riyad Mahrez et le Sénégalais Sadio Mané sont les 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019, selon la liste dévoilée par la CAF. Suivez. Si la concurrence était rude l'année dernière entre Mohamed Salah et Sadio Mané, cette fois-ci, le Sénégalais part grandement favori. L'Égyptien, déjà sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018, n'a pas beaucoup brillé en club avec Liverpool, encore moins lors de la CAN disputée à domicile. Les Pharaons ont été sortis dès les 8e de finale par l'Afrique du Sud. L'Algérien Riyad Mahrez avait remporté le titre en 2016. Sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, le milieu offensif a lui aussi livré une saison de haut vol et a brillé avec sa sélection. Nommé capitaine des Fennecs, Mahrez a notamment été l'un des principaux artisans du succès algérien lors de la CAN 2019, avec en prime une victoire en finale sur le Sénégal de Sadio Mané. Certainement pas suffisant pour bousculer le lion de la Teranga et le pharaon égyptien. Coéquipiers à Liverpool, les Reds, Salah et Mané ont connu une année faste avec des victoires en Ligue des Champions, Supercoupe d'Europe et au Mondial des clubs. Seule la Première Ligue leur a échappé au profit de Riyad Mahrez. Sadio Mané se détache beaucoup plus des 3, 4e au classement du Ballon d'Or devant Salah 5e et Mahrez 10e. Il a plus de chances de devenir le premier joueur sénégalais sacré meilleur joueur africain depuis El Hadjouf en 2002. Chez les dames, les 3 finalistes sont Adjaran Chout du Cameroun, Aziza Oshuala du Nigeria et Tembi Gatlana de l'Afrique du Sud. Les meilleurs coachs chez les hommes et les dames, jeunes joueurs et joueurs interclubs sur le continent seront également distingués. La cérémonie de récompense aura lieu le 7 janvier en Égypte. Et puis, nommé entraîneur d'Everton, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti fait d'une qualification européenne son objectif, tout en reconnaissant que cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'équipes fantastiques ici, mais nous voulons être ambitieux, nous voulons être compétitifs et se qualifier pour l'Europe serait une bonne chose, a déclaré donc le technicien italien lors de sa première conférence de presse, sans évoquer le mercato d'hiver. Ancelotti s'est dit satisfait de l'effectif à sa disposition. Son nouveau club est actuellement 15e de la Première Ligue. Voilà, on s'arrête ici pour le sport et on se retrouve demain. Merci. On se quitte donc avec cet énorme affichage de lumière qui illumine dans le stade de baseball de Washington National dans la capitale américaine. Quelques 2,5 millions de lumières de Noël, un sapin de Noël artificiel de 30 mètres de haut et une piste de patinage sur glace ont transformé donc voilà le stade en un merveilleux paradis hivernal. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.